Bonjour tout le monde, merci d'être présent, d'être là, pas en direct mais presque. Dès que vous surveillez mes vidéos, dès que elles apparaissent en ligne, hein. Et merci pour ceux qui écouteront plus tard dans la journée, la semaine, voilà. Écoutez, déjà je vais commencer à mettre, non oui c'est ça, je voulais mettre la musique avant. Alors je vous disais merci. Je vous mets un peu de musique, chers amis, parce que c'est vrai qu'il y a des droits d'auteur, alors qu'il n'est pas indiqué droits d'auteur. Je ne sais pas d'où YouTube tire leurs informations. La musique précédente qui était tellement magnifique avec des animations en images, malheureusement YouTube l'a considérée comme des droits d'auteur, sans conséquence, soi-disant. Mais enfin, en tout cas, moi je n'ai vu aucun droit d'auteur. Aucun droit à ce qu'on appelle common en anglais, hein. Donc voilà, aucune licence en particulier, et eux, YouTube considère que c'est une vidéo droit d'auteur. Bon, bref, passons. Alors j'espère que vous allez bien, chers amis. Moi tout va bien ici à Vitré. Nous sommes le 2 mars, déjà j'aurais pu vous souhaiter un bon samedi hier, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je le fais par anticipation, et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de semaine. Profitez de vous promener s'il fait beau, sinon s'il fait mauvais, écoutez, passez le temps à la maison, en famille, jouez à des jeux, je ne sais pas, il y a des jeux très faciles à comprendre, hein, je ne sais pas, des jeux de société. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de joie. Et nous allons tout de suite voir la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je la partage tout de suite, chers amis, pardon. Alors je j'oublie, parce que j'oublie trop facilement. Nous allons parler de qui aujourd'hui? De Jean Ier, dit le posthume. Le posthume parce qu'il est mort très jeune, hein, vous verrez. Alors, fils de Louis X de Clément de Hongrie, il meurt après quelques jours de vie et de règne. Également roi de Navarre, il est le seul roi de France à avoir régné de sa naissance à sa mort. Par contre, il n'a jamais été couronné. Hélas, il a été couronné, il est mort très jeune. Alors, c'est la malédiction, je vous le rappelle, hein, chers amis. Nous allons parler tout à l'heure des Templiers. Vous verrez, je sais, vous allez me dire, mais Raymond, on en a déjà parlé. Oui, mais là, j'ai des découvertes que Oleg de Normandie a mises en ligne depuis quelques temps maintenant, hein, quelques années, je crois. Et je vous remercie donc son directeur, Oleg de Normandie, Pagan TV et Esprit Viking. Alors, Jean Ier dit le posthume, roi de France et de Navarre, et le fils posthume de Louis X et le Hutin et de Clémence de Hongrie, né le 14 ou le 15 novembre 1316. Il ne vit que 5 jours et règne sous la régence de son oncle paternel Philippe de Poitiers. Il est le 13e et le dernier roi de la dynastie dite des capitales directes à avoir hérité du titre de roi par son père. Alors ces titres d'abord, oui, je vais commencer par là d'ailleurs. Alors roi de France du 14 au 19 novembre 1316, 60 jours, couronnement jamais couronné, régent Philippe de Poitiers son oncle, prédécesseur Louis X, successeur Philippe V. Je dis aussi, est-ce que j'ai mis le micro? Oui. Alors roi de Navarre, de 14 au 19 novembre 1316, c'est le jour également. Couronnement jamais couronné, régent Philippe de Poitiers, prédécesseur Louis Ier, mais je l'ai dit non, ah non. Et successeur Philippe II. Alors biographie. Dynastie des Capétiens, date de naissance le 14 novembre 1316, lieu de naissance Paris, France, date de décès 19 novembre 1316 à 5 jours, à moins d'un an, lieu de décès Paris en France, sépulture nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père Louis X, mère Clémence de Hongrie et religion catholicisme. Bon, il a été baptisé dès sa naissance, lui, carrément, hein. Mais à l'époque, ça se faisait comme ça, hein. Ils n'attendaient pas 7 jours. Hein. Alors, accession au trône. Quand Louis X le Hutin, son père, meurt sans fils,
pour lui succéder. C'est la première fois depuis Hugues Capet que la succession de père en fils des rois de France est interrompue. Le principe de la loi salique n'étant pas encore établi, puisque le cas ne s'était jamais posé, la fille du roi Jeanne, que ce dernier a eu avec Marguerite de Bourgogne, sa première épouse, alors morte, pourrait être proclamée reine. Tel n'est pas le cas, car la reine Clémence, veuve du roi, est alors enceinte. Il faut donc attendre de savoir si elle accouchera d'un garçon qui aura alors priorité sur sa demi-sœur. Ah, c'est une demi-sœur donc. Cette naissance, excusez-moi l'interruption, Philippe, frère du roi, est chargé de la régence des deux royaumes au détriment de son oncle Charles de Valois. Voilà, Charles de Valois, mort. Alors c'est un garçon qui naît, se nourrissant proclamé roi de France et de Navarre sous le nom de Jean Ier, meurt 5 jours après sa naissance, sort qui fait de lui le seul roi de France à avoir régné de sa naissance à sa mort. La mort prématurée de Jean Ier amène la première difficulté de succession de la dynastie capétienne. Son oncle, après l'avoir fait sacré roi, au cours de la cérémonie d'enterrement à Saint-Denis, monte sur le trône aux dépens de sa nièce de 5 ans, Jeanne donc, fille de Louis et de Marguerite de Bourgogne. Son corps est déposé dans la crypte de la basilique Saint-Denis. Son cercueil est profané le 18 octobre 1793 lors de la Révolution française et ses restes sont jetés dans la fosse commune attenante à la basilique. Alors, rumeurs, diverses légendes circulent à propos de cet enfant royal. Tout d'abord, la rumeur veut que son oncle Philippe V, ou la belle-mère de ce dernier, Mao d'Artois, les fait tuer en l'étouffant ou en lui piquant la tête avec une épingle. D'autres allégations attribuent à un empoisonnement la mort du roi Louis X, père de l'enfant. Une imposture survenue quelques dizaines d'années plus tard vient lancer la rumeur que le petit roi Jean n'est pas mort pendant la captivité du roi Jean de Lebon. Entre 1356 et 1360, un Siennois du nom de Giannino Baglioni, il n'est pas historien, on dit quand il a dit, oui, prétend être Jean Ier, et donc l'héritier de la couronne. Il essaie de faire valoir ses droits et est fait prisonnier en Provence. Une étude historique, l'Uomo che di credeva re di Francia, publiée en Italie en 2005, fait le point sur ce fait. Selon l'auteur de l'ouvrage, c'est Cola di Rienzo, avec l'accent s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, c'est de là l'opéra de Wagner, Rienzi, à propos de Rienzo. Ou bien Granino lui-même, alors je répète, selon l'auteur de l'ouvrage, c'est Cola di Rienzo, ou bien Granino lui-même, qui fait fabriquer les faux censés attester que Giannino Baglioni et Jean Ier le posthume. Peu après leur rencontre en 1354, Cola di Rienzo est assassiné. Et Giannino attend 2 ans avant de faire état de ses prétentions. Il se rend à la cour de Hongrie où le roi Louis Ier de Hongrie, donc neveu de Clémence de Hongrie,
le reconnaît comme le fils de Louis X et de Clémence, ce qui d'ailleurs ne lui sert en rien. En 1360, Giannino se rend à Avignon où le pape Innocent VI refuse de le recevoir. Après plusieurs tentatives pour se faire reconnaître, il est arrêté et emprisonné à Aix-en-Provence, transféré d'abord à Marseille et plus tard à Naples. Il y meurt en 1362. Voilà. Dans sa suite romanesque historique, Les Rois Maudits, Maurice Druon reprend certaines de ces légendes en construisant notamment son récit autour de l'hypothèse de la survie de Jean Ier, supposément sauvé et élevé en Italie sous le nom de Giannino Baldioni, comme on vient de le dire. Voilà, après c'est les notes, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons comme... Bon, ben voilà, ça c'est le petit roi. Voilà. Bon, Chérubin, il n'a pas eu le temps de régner, lui. Enfin, c'est tout ça. Et ça c'est quoi là? C'est le convoi funéraire de Jean le Courtois. Voilà, chers amis, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour la vie des rois de notre pays, de l'Hexagone, si vous préférez, du pays franc ou de France, à vous de voir. Nous allons maintenant, chers amis, parler d'un sujet sur lequel je voulais vous entretenir, à propos des Templiers. Alors vous allez me dire, mais non, enfin, qui étaient les Templiers finalement? Temps de lecture, 6 minutes 30 euros. Si la plupart des gens ont entendu parler des Templiers, ils savent qu'ils ont quelque chose à voir avec les croisades. Peu de gens connaissent leur histoire ou leur lien avec les Vikings. Moi-même, je ne le connaissais pas, je ne le savais pas, je l'apprends. Voici une brève histoire des Templiers qui met en lumière certaines des pratiques qu'ils semblent avoir empruntées aux traditions des guerriers vikings. Alors c'est vrai que, vous voyez, même si les Vikings, certains d'entre eux se sont convertis, mais il y a quand même des réflexes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des réflexes, des attitudes qui ne trompent pas, qui sont à rapprocher dans le cas présent des Vikings. Sinon, c'est des soldats tout simplement, voilà, chrétiens et poignards. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les guerriers ont une manière de guerroyer, si vous voulez, qui n'est pas celle des simples croisés ou chevaliers, on va dire, chrétiens d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous poursuivons. La première croisade qui s'est déroulée... Alors, attendez une seconde, je vais voir quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est en ordre. Non, il est en sur le même truc. Ah bon? Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est bon. Alors, la première croisade qui s'est déroulée entre 1096 et 1099 a été autorisée par le pape pour tenter de s'emparer de la Terre Sainte et de la placer sous le contrôle des chrétiens, ou plus précisément des papes, donc du Vatican. De nombreux chevaliers chrétiens européens ont été recrutés pour participer à la bataille. Et en échange de leur service, ils ont été pardonnés pour tous les péchés qu'ils ont confessés. Ainsi, les croisades ont également donné à l'Église l'occasion de contrôler les chevaliers qui avaient commencé à exploiter leurs richesses et leur position. Les croisés ont fini par s'emparer de Jérusalem en juin 1099, mais les quelques 10 000 chevaliers, sans compter les fantassins et les non-combattants, voulaient rentrer chez eux. Seuls quelques 300 chevaliers restèrent sur place pour défendre ce qui avait été conquis et garantir aux pèlerins chrétiens l'accès à la Terre Sainte. À cette fin, certains des chevaliers dévots restés sur place formeront officiellement l'ordre des pauvres chevaliers du Temple de Jérusalem en 1118-1119, mieux connu sous le nom de Templiers. Oui, il faut savoir que les Templiers, leur nom, c'était chevaliers dévots. Voilà, ordre des pauvres chevaliers du Temple de Jérusalem. Ils sont officiellement reconnus par le roi Baudouin II de Jérusalem en
1120 et se voient attribuer des recettes fiscales pour les vêtir et les nourrir, bien que la plupart d'entre eux soient riches de leur propre chauffe. Ils étaient également dispensés de payer l'impôt ou la dîme à l'église. Oui, comme les évêques, voilà, tous les prélats, quoi. Alors désormais organisés, les Templiers deviennent une organisation puissante, riche et influente en Terre Sainte et en Europe. Ils créent des châteaux et des forteresses en Terre Sainte qui seront utilisés lors des croisades suivantes. Leur siège principal était situé sur le mont du Temple, dans une aile de la mosquée Al-Aqsa, dont on dit qu'elle a été construite sur le temple du roi Salomon. Alors ils étaient si riches qu'on les décrit parfois comme les premiers banquiers. Bon, je crois que c'était les Lombards, moi. En réalité, ils conservaient dans leur dépôt les richesses des chevaliers qui partaient en Terre Sainte. Ils prêtaient également leur fortune à des projets importants tels que l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dans le code de la fraternité. Nous arrivons. Les vêtements traditionnels des Templiers. Alors, plus qu'un simple arrangement de convenance, il s'agissait d'une vocation religieuse pour les chevaliers. Ils étaient dirigés par un grand maître qui était comme un dictateur et occupait ce poste à vie. Le premier grand maître des chevaliers, Hugues de Payens, a établi un code de conduite en 72 points pour les membres connus sous le nom de règles primitives ou règles latines. Ces règles étaient spécialement conçues pour accroître la piété et le zèle des frères. Les règles strictes dictaient ce que les Templiers pouvaient porter, les types de chevaux qu'ils pouvaient monter, la longueur de leurs cheveux et le style de leur barbe, et la viande qu'ils pouvaient manger. Ils portaient un surcot blanc et une croix rouge représentant le sacrifice du Christ et leur propre volonté de se sacrifier. Les règles interdisaient également tout contact avec les femmes, une règle qui était probablement largement ignorée. Pour ça. Les chevaliers devaient également prendre leur repas en silence et les prières étaient prévues aux heures canoniques. Ils n'étaient jamais autorisés à battre en retraite, à moins d'être en infériorité numérique d'au moins 3 contre 1. Et ils n'étaient pas autorisés à se rendre à moins que leur drapeau ne soit tombé, auquel cas ils étaient tenus de se regrouper. Cet attachement à la discipline associé à un excellent entraînement et à un armement lourd a fait des Templiers l'une des forces de combat les plus redoutées pendant 200 ans. Rien que ça. Le bûcher des Templiers, oui. Bien qu'il y ait eu plusieurs vagues de croisades, la Terre Sainte a fini par être perdue par les forces musulmanes. À la fin du XIIIe siècle, les chevaliers qui y ont participé, dont les Templiers, ont été tenus pour responsables, surtout après la prise d'Acre en 1291 exactement. La décision de dissoudre les Templiers est probablement due au fait que le roi de France leur devait beaucoup d'argent. Eh oui, et voilà. Il ordonne l'arrestation massive des Templiers français et la confiscation de leurs biens. Comme je vous ai dit, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Le nom des Templiers est traîné dans la boue et ils sont accusés d'hérésie comme de cracher sur la croix, d'actes sexuels illicites, de cérémonies et de croyances sacrilèges et perverses, dont le fait de s'embrasser. Sous la torture, les Templiers avouent les faits qui leur sont reprochés, bien qu'ils aient été absous d'hérésie par le pape en 1308, l'ordre a été dissous, et les hommes puissants se sont déjà emparés de leur richesse, évidemment, dont Nogaret. Certains Templiers continueront à être persécutés. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé sur le bûcher pour hérésie. Au Portugal, cependant, le roi refusa de poursuivre les Templiers et ils purent y prospérer et se réformer sous le nom d'ordre du Christ.
Ce refuge est souvent le point de départ de théories conspirationnistes selon lesquelles les Templiers ne se seraient jamais vraiment dissous. Les francs-maçons, dont la réputation n'est plus à faire, prétendent avoir un lien ancien avec les Templiers et utilisent un grand nombre de symboles et de grades identiques. Ils prétendaient, les francs-maçons donc, autrefois descendre directement des Templiers du XIVe siècle, qui s'étaient réfugiés en Écosse et avaient aidé Robert le Bruce à remporter la bataille de Bannockburn contre les Anglais pour l'indépendance de l'Écosse. Il est aujourd'hui admis qu'il s'agit d'un mythe. Voilà. Quel est le lien avec les Vikings? Alors, mes amis, vous allez me dire, mais image des Jomsvikings par... Alors, les Jomsvikings, c'est un ordre qui existe officiellement, je crois, enfin officiellement ou pas, non peut-être pas officiellement, depuis 1993. Oui, c'est tout récent, hein, si vous voulez. Bon, il y a des gens qui, en Bretagne ou ailleurs, hein, je ne sais pas, en Normandie peut-être, conservent ces traditions, et tant mieux, et tant mieux. Alors, l'idée que l'appel du guerrier soit aussi un appel religieux était familière dans le monde viking. Dès le début de l'ère viking, les guerriers berserkers. Qu'est-ce qu'un guerrier viking berserker? Bon, ça nous verrons plus tard, je ne vais pas trop traîner, chers amis. Alors, dès le début de l'ère viking, les guerriers berserkers, oui c'est ça, faisaient partie d'un ordre religieux qui suivait des règles spécifiques et s'adonnait à des rituels pour communier avec les esprits des animaux féroces avant la bataille afin de mieux se battre. Alors, mais les Jomsvikings, un groupe légendaire de vikings danois, qui vivait probablement dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, et formait un ordre d'élite au Xe et XIe siècle, sont encore plus importants. Ils vivaient également selon un code strict. Ils n'acceptaient que les hommes âgés de 18 à 50 ans et devaient être parrainés par un membre existant. Ils n'étaient pas autorisés à quitter leur forteresse pendant plus de 3 jours sans permission et les femmes n'étaient jamais admises dans la forteresse. Les Jomsvikings n'avaient pas le droit de montrer de la peur face à l'ennemi, ne pouvaient jamais fuir un combat et n'étaient autorisés à battre en retraite qu'en cas de forte infériorité numérique. Ils ne pouvaient pas parler en mal les uns des autres et n'étaient tenus par l'honneur de défendre leurs frères. Tout le butin était partagé équitablement entre les frères. Alors, ce n'est peut-être pas une coïncidence si les Vikings norvégiens chrétiens ont voyagé en Terre Sainte entre 1110 et 1112 et ont rencontré le roi Baudouin Ier, l'un des défenseurs des Templiers. Il est possible qu'ils aient, alors là, une hypothèse qui ne l'assure pas catégoriquement, hein. Soyons bien justes, hein. Il y en a qui l'accusent d'inventer, de ne pas avoir de référence solide. Bon, vous voyez. Il est possible qu'ils aient apporté avec eux en Terre Sainte des Vikings et des histoires incarnées par les Jomsvikings. Les Jomsvikings, j'arrive pas à le dire. Voilà, chers amis, un petit peu la genèse, si l'on peut dire, hein, des Vikings. Alors, nous verrons plus tard la suite de ces épisodes Vikings. Alors, maintenant, concernant l'actualité, chers amis. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose à vous donner, je vous le cache pas. Bon, alors après, les Vikings disponibles, trésor Viking découvert sur des rivages lointains. Oui, alors, il y a beaucoup d'artefacts qui ont été découverts, touchant les tombes des Vikings, notamment. Et quelle était la violence des Vikings? C'est fait troublant. Que sont les trésors vikings et que pouvons-nous en apprendre? Le massacre viking de la Saint-Brice. Alors là, je peux jouer tout ça, mais je vais voir rapidement. Je vous dirai ça la prochaine fois, chers amis.
sont dit. C'est contre les Anglais alors. Les victimes des collines. C'est très intéressant ce que Oleg nous fait comme travail. Il a vraiment fait quelque chose de merveilleux. Alors bon, il n'était pas anti-chrétien même dès le début, hein, même si après, bon, il s'est plus penché sur l'Apocalypse. Tout dernièrement, il y a fait une vidéo que vous pouvez regarder, chers amis, sur l'Institut Télévision. Hein. En fait, il parle beaucoup de l'Apocalypse, du Christ, de Jésus, etc. Il a retrouvé une forme pas de vocation, mais il se trouve plus chrétien qu'au tout début de sa chaîne. Bon, ben ça, je lui laisse le soin de... Bon, je n'ai pas grand chose à vous dire. Alors attendez, qu'est-ce que je peux trouver sur le média? Bon, qui n'est pas toujours comme je le crois. Hein. C'est un média, bon, je ne sais pas si c'est de l'opposition. Hein. Si je n'ai pas un média d'opposition contrôlé, j'ai des doutes. Hein. Parce que bon, ils font la faveur que, oui, M. Trump s'est emporté avec Vance et JD contre Zelensky. Vous voyez, voilà, c'est ça. Alors je vais vous partager la page. Vous voyez, regardez. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Je vais quand même essayer de vous faire écouter un petit peu le dialogue en anglais. Hein. Évidemment, chers amis, à vous de traduire. Ah, il n'y est pas? Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Excusez-moi. Hop, là, qu'est-ce que je fais là? Bon, mais il y a rien d'autre. Il n'y a rien de nouveau. Macron revient de Washington les mains vides, mais ça vous a pas surpris, j'espère. En tout cas, si vous me dites depuis le début, vous savez ce que j'en pense. Hein. Enfin, voilà. Non, il n'y a rien. Voilà. Alors, on va... Hop. Ah ben voilà, du coup, j'ai enlevé le... Bon, on va remettre ça alors. Mais pour autant, je n'ai plus le partage. Oui, du coup, ça fait sauter le partage. C'est quand même incroyable. Alors, on va enlever ça, voilà. On va aller ici, de nouveau. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, je vais remettre le partage parce que, voilà. On va remettre le partage, chers amis, parce que j'avais l'information à vous. Bon, je vais vous faire écouter ce que Donald Trump dit à Zelensky, hein, pour tout vous dire. Alors, c'est lequel? Non, pas le médiéval, celui-ci. Voilà. Voilà. Bon, nous n'avons rien. Alors, je vais aller à l'historique, hein, quelques instants, chers amis, voilà. Est-ce que c'est bon? Je vais pas enlever. Normalement non. Voilà, c'est là. Alors chers amis, on va couper un instant. Voilà, on coupe un instant et je vais vous faire écouter la vidéo. Alors c'est de la chaîne Trend. Je remercie son directeur de me permettre de la partager. Voilà, écoutez bien. Je vais vous la mettre en écran cinéma. Voilà. Bon ben. It's very close. How are you? Pretty sure. He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir? President Trump, President Trump, Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. C'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'ai pas mis un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant du président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, vous ne les avez pas. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale.
Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Voilà, chers amis, je n'ai pas voulu davantage. Bon, voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise, ce cher Zelensky, qui du coup se trouve à nu, hein, plus de 360 milliards d'argent donné par l'ancienne équipe de Joe Biden. On est bien d'accord, hein? Donc voilà, je reviens à vous, voilà. Donc Donald Trump et J.D. Vance, surtout à la fin, vous avez entendu J.D. Vance qui fait des reproches beaucoup plus virulents que son supérieur, donc Donald Trump. Mais enfin, tous les deux, voilà, n'ont pas ménagé Volodymyr Zelensky. Mais faites attention, chers amis, de ne pas tomber dans une forme de théâtralité, je dirais de théâtre. Moi, j'ai fait un peu de théâtre. Je sais ce que c'est. Macron a fait du théâtre, vous voyez. Donc c'est un acteur, bon, de troisième catégorie, on va dire. Enfin, c'est un acteur. Enfin, quand il était gamin, il était jeune. Hein. Et donc, je continue à mettre la musique peut-être, si vous me permettez, chers amis. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Combien il reste? Bon, on a le temps. Je remets ici, voilà. Alors, oui, bon, pour moi, tous les présidents, tous les dirigeants, les rois, les empereurs, etc., sont tous d'accord entre eux d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Bien. Alors, vous allez me dire, mais Raymond, quand même, M. Trump, quand même, a pris des décisions, il a fait des décrets. Oui, mais il reste un soutien à un petit pays, qui ne veut pas de la paix. Enfin, par ses dirigeants, je parle, non pas par le peuple. Là, je ne parle pas des peuples, je parle des dirigeants. Mettons-nous bien d'accord, chers amis. Hein. Donc, les dirigeants ne veulent pas la paix de ce pays. Et Donald Trump les soutient. Donc, il y a une ambivalence, si vous voulez, dans le comportement de Donald Trump. Ne nous y trompons pas. Donald Trump, il a renvoyé Emmanuel Macron, mais il n'est pas au fond totalement en désaccord avec lui. Bah, sinon, il aurait déjà attaqué la France, il aurait fait en sorte que, comme il le fait avec Zelensky, il aurait fait en sorte de faire changer de régime. Hein. Mais non. Les dirigeants se connaissent, ne se battent pas, même s'ils font devant les micros. Vous voyez comment, à un moment donné, Donald Trump, quand il s'engueulait, il s'emportait avec Volodymyr Zelensky, il regardait la caméra. Vous avez fait attention? Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça veut dire qu'il surveille son image, Donald Trump. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête, hein. Ça, on est bien d'accord. C'est un homme d'affaires, un magnat de l'immobilier. C'est un homme, oui, ça, de ce côté-là, oui. C'est un magnat de l'immobilier, c'est un chef d'entreprise, peut-être prestigieux pour les Américains. Moi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas. Moi, j'ai lu son livre, je trouve que oui, il a du mérite sur le plan entrepreneurial. Attention, je ne parle pas du président, là, je parle de l'homme, chef d'entreprise. Après, je vous dis, il surveillait la caméra, vous savez, je ne peux pas se tromper. Par contre, J.D. Vance me paraît, mais bon, je ne veux pas dire qu'il est beaucoup mieux, lui aussi, peut-être qu'il joue un rôle, hein. Mais en tout cas, J.D. Vance, il ne surveillait pas la caméra, ni le micro. Hein. Vous voyez, la différence est notable entre les deux hommes. On sent que Donald Trump mène bien le débat et les combats qu'il mène. Hein. Il n'est pas fou, hein. Attention, hein. C'est pas un homme. Bon, c'est vrai qu'il fait plus que Emmanuel Macron. Est-ce que cela veut dire que le peuple américain est plus heureux qu'ailleurs? Alors peut-être plus heureux que nous, oui, ça c'est très possible, ça je ne le cache pas. Parce que nous, ici en France, on coule. Oh, y a-t-il un paquebot à bord au loin qui peut nous secourir? Non, restez seuls dans cette mer tumultueuse. Chers Français, vous l'avez voulu, vous avez voté encore pour lui, et vous soutenez encore cet homme, Emmanuel Macron, donc. Voilà. Bien, chers amis, voilà, je vais arrêter là cette vidéo. Merci de m'avoir suivi.
merci de m'avoir écouté pendant ce long moment. Bon, c'est pas une très longue vidéo. Enfin, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je vous remercie de m'encourager pour mon travail, de dire à YouTube, à Google que vous aimez mes vidéos, vous aimez la chaîne, vous aimez ce que je fais. Si vous appréciez mon travail, bien écoutez, je vous laisse faire l'œuvre de seconde main, le travail de seconde main. Il n'appartient qu'à vous, chers amis, à vous de voir, de faire en sorte que la chaîne elle prospère, donc en vous abonnant, partageant, commentant la vidéo, etc. Vous connaissez la suite, je ne vais pas sans cesse me répéter. Voilà, nous nous disons à bientôt, mes amis. Alors, on va se quitter un petit peu en musique. Je vais vous laisser... Pardon, je vais vous laisser écouter quelques notes. Alors, soyez heureux, bien sûr, en famille. Soyez heureux avec vos enfants, petits-enfants, parents et grands-parents, si vous avez le bonheur et la chance de les avoir encore. Sinon, écoutez, soyez heureux, passez des bons moments dans la paix, l'amour, l'affection, la bienveillance. Soyez bienveillants aussi et plein de reconnaissance envers vos parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Ben oui, les enfants, des petits, ils doivent avoir reconnaissance pour vous. Ne mélangeons pas tout, et même les enfants d'ailleurs. Par contre, soyez bienveillants envers vos amis. Et puis, puisque vous êtes en week-end, c'est dimanche, eh bien je vous souhaite un bon dimanche et on se dit en début de semaine prochaine. Au revoir. C'est pas très médiéval tout ça. Hein. Qu'en pensez-vous, chers amis? Enfin bon, ça a un fond de médiévalité, je dis. Ça, c'est pas très français, ça. Il y a un fond, une couleur, une saveur, mais enfin, c'est rythmé,